Bonjour Laurent, aujourd'hui tu nous accueilles sur ta ferme au potager du Bonheur. Oui. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ton installation, les premières difficultés rencontrées et puis après nous parler des champignons parce que c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Tout à fait. Eh bien, on est installé depuis 2018. Donc, c'est un GAEC. Je suis installé avec une associée qui s'appelle Aurore. On est tous les deux en reconversion professionnelle. Donc, moi, avant, j'étais taxier et Aurore s'occupait d'enfants. On s'est installé sur une parcelle qui fait 4 hectares avec 1 hectare 200 de cultivé et 2000 m² de serre. Voilà. Les galères du départ, c'est les mêmes galères que tout le monde, hein. C'est-à-dire qu'on veut faire plein de choses et on n'a pas forcément les financements pour le faire. On a essuyé une tempête de grêle au bout de 6 mois, donc tout ce qu'on avait mis en place a été détruit la première année, donc voilà, ça a mis le... Oui. Compliqué. Ça a bien planté le décor des départs, puis après ça a roulé normalement, une évolution normale sur plusieurs années, donc Ok. voilà. Et au niveau champignons, à partir de quand tu as commencé les champignons pour diversifier le maraîchage? Au bout de 2 ans, 2-3 ans, on s'est rendu compte que la trésorerie qu'on faisait l'été était sévèrement attaquée l'hiver. Donc il a fallu trouver une solution. On avait plusieurs pistes, ce n'était pas forcément les champignons, mais il y avait plusieurs pistes qui s'offraient à nous. Soit faire beaucoup plus de trésorerie l'été pour pouvoir compenser l'hiver, soit faire une culture d'hiver qui permettait de maintenir la trésorerie du GAEC. Vous aviez pensé à quoi au début? Il y avait, pas forcément les champignons. Il y avait les micro-pousses. Aurore est horticultrice de formation. Donc faire un chantier de fleurs et d'horticulture en plus sur la période d'été pour pouvoir faire plus de chiffre d'affaires. Mais on avait déjà tellement de boulot avec le maraîchage qu'on s'est dit si on se rajoute les fleurs, c'est compliqué. Et puis les champignons nous tracassaient quand même déjà depuis un petit bout de temps. Donc voilà, donc on a commencé à faire des essais sur les différents substrats, différentes techniques. Et on a mis pratiquement 2 ans à trouver la bonne technique avec le bon substrat qui correspondait à ce qu'on voulait faire, quoi. Oui, la bonne formule, quoi. La bonne formule qui nous correspond dans notre schéma de travail et dans notre façon de vouloir faire les choses. Donc voilà, le substrat du départ, c'était de la paille, parce que nous, c'était assez facile à trouver sur le secteur. Oui. Et avec une grosse contrainte, c'est que la façon dont on menait la culture de champignons avec la paille, c'était extrêmement chronophage parce qu'il fallait compacter la paille dans des espèces de gros boudins en plastique. Ça prenait un temps, c'était... C'est physique en plus, non? C'est bien physique, ça abîme bien la peau des mains, enfin bon, il n'y avait rien de vraiment sympathique à faire ça. Mais les résultats étaient là, on sortait du champignon et du bon champignon. Donc après, on a peaufiné en disant, bon, comment on peut faire autrement qu'avec de la paille. Et puis, on s'est aperçu que pas très loin d'ici, on avait quelqu'un qui faisait du bois de chauffage, donc des feuillus. Et donc, on avait la possibilité de récupérer les copeaux de bois de cette personne-là. Donc, on a commencé à refaire d'autres recettes, à rechercher d'autres recettes sur des copeaux de bois. D'accord. Et là, la manipulation est beaucoup, beaucoup plus simple. Mais du coup, il fait du bois de chauffage, c'est donc les copeaux, quand il coupe le bois, qui ressortent... Lui, il a une machine, il rentre un tronc d'un côté, il ressort des bûches de l'autre. Donc c'est débité. Ah oui, c'est débité. Oui, c'est pas un particulier. Ah non, c'est une entreprise. C'est une entreprise. Ouais, c'est une entreprise, il fait des milliers de stères par an. Enfin, ok. Voilà. Donc, parce que nous aussi, il nous fallait un gros volume de copeaux. Et puis c'est encore, la recette est encore en train d'évoluer pour pouvoir... On cherche un mix entre ces copeaux-là. Parce que lui, il produira jamais plus de copeaux que ce qu'il produit là. Et nous, on cherche à développer l'activité. Okay. Donc, on peut mélanger les copeaux avec autre chose, de la paille par exemple. Mais la paille, on n'en produit pas. Donc, on est en train de réfléchir à pouvoir produire quelque chose sur la ferme qui viendra compléter le substrat de copeaux de bois pour avoir plus de volume. Et t'as déjà des pour l'instant, on n'a pas trop de pistes. Enfin, si on a plein de pistes, on fait des essais. Et ça ne me satisfait pas pour l'instant. Mais on va trouver. D'accord. Voilà. Et tu as déjà, non, je sais pas, exploré les pistes du saule qui est très poussant. Oui, le saule ou alors du foin. Ouais. On peut partir sur des matières comme ça aussi.
mais il faut pouvoir faire du foin. Il faut qu'il soit haché pour être de la même, Ah oui. Il faut... la même grandeur que le copeau? Oui, le mycélium ne peut pas sauter. D'accord. Donc, il faut qu'il y ait un contact physique. Il peut gagner quelques millimètres pour certains mycéliums. C'est ce qu'on voit sur les moisissures quand ils font leur long poil, là. Mais ça reste très très limité. Donc plus il y a de contact entre toutes les petites particules de bois ou autres dans le sac, moins il a d'efforts à faire pour coloniser l'ensemble. Okay. D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler du coup, oui, donc comment tu procédais, parce que là du coup ça va changer, et comment tu procédais tout au début jusqu'à maintenant? Alors, toutes les évolutions en fait qu'il y a eu. Sur la paille, au début, parce qu'il faut pasteuriser la paille pour enlever tous les autres champignons. Enfin, le substrat en général, il faut le pasteuriser ou le stériliser, ce qui est encore mieux, mais ça implique d'autres matériels. Donc, il faut le stériliser ou le pasteuriser. Et il y a deux méthodes qui sont plutôt communes à toutes les personnes qui font des champignons. C'est soit à la chaux, donc à froid dans de l'eau avec de la chaux. On laisse tremper le substrat dedans, donc il faut l'égoutter après pour pouvoir mettre le mycélium et pouvoir faire développer les champignons. Ouais. Soit une pasteurisation à chaud, donc avec de la vapeur, ou la paille, on la fait directement tremper dans de l'eau, on la bout dans de l'eau, quoi. D'accord. Pendant plusieurs heures. Ok. Voilà. Et là, aujourd'hui, comme moi j'utilise des sacs qui supportent des très hautes températures, j'ai fabriqué un générateur de vapeur et donc je pasteurise à la vapeur. Dans un grand frigo? Dans un grand récipient, ça peut être un énorme frigo, ou pour les plus petites séries, c'est juste un bidon dans lequel je produis de la vapeur. D'accord. Voilà, avec un brûleur à gaz, pour le coup. Au début, c'était au bois, en brûlant des bûches et des palettes en dessous, et ça marchait très bien, mais pour des petites séries, quoi. Oui, et puis c'était quand même chronophage. C'était ultra chronophage, et puis les courbes de température étaient vraiment pas linéaires. Donc ça faisait le boulot, mais pas plus. Ok. Voilà. Et après Après, il a fallu sélectionner aussi le pleurote, parce que nous on fait essentiellement du pleurote. Donc il a fallu sélectionner les mycéliums de pleurote. Il y en a à peu près, on en dispose, dans ce qu'on peut acheter, on dispose d'à peu près une trentaine de souches différentes. Et toutes ne sont pas adaptées à tous les substrats? Alors, le pleurote, c'est un champignon qui s'adapte assez bien à tout type de substrat, mais par contre, le pleurote jaune et rose, par exemple, ne supporte pas le froid. Donc on va avoir tendance à le faire plutôt en été, parce qu'il aime bien la chaleur. Tu as d'autres pleurotes, la blanche, la orme, l'huître, qui, eux, ne supportent pas trop la chaleur. Donc on va plutôt les choisir pour l'automne et le printemps. Ok. Donc voilà. Donc, bien sélectionné. C'est comme les légumes au final. Avec les précoces, les pas précoces, c'est exactement le même principe. D'accord. Sachant que la première année de production, on avait une petite champignonnière à Conches de 30 mètres carrés. Donc c'était une pièce dans une maison où on pouvait vraiment tout réguler, la lumière, la température, l'hygrométrie et le taux de CO2 qui est important pour la culture de champignons. Donc là c'était régulé par des petits boîtiers qui régulaient chacun une donnée. Okay. Donc là, on pouvait faire pratiquement toutes les pleurotes qu'on voulait sur l'année, à part, c'était chauffé mais pas réfrigéré, donc on ne pouvait pas, par exemple, l'été, faire des pleurotes qui étaient plus à l'aise en hiver, quoi. Oui. Donc ça a très très bien marché, ça nous a permis de faire toutes nos bêtises du départ là-bas. Tous les tests. On a essayé d'autres champignons, on a fait le shiitake, le maitake, le lion-smam, les ringi, qui sont tous des champignons qu'on peut cultiver, sur le même substrat quasiment que le pleurote. Donc c'était intéressant parce que on sortait un sac avec un type de substrat et on pouvait faire plusieurs champignons en fonction du mycélium qu'on mettait dedans. Après, il y a des différences dans le fait de le mener, on le mène autrement. Avec les mêmes, oui, pas les mêmes conditions du coup. Pas les mêmes conditions. Adapter, le pleurote, on fait un trou sur le sac pour qu'il sorte vers l'avant. C'est un champignon qui pousse sur le côté des arbres. Donc voilà, on refait. Ton sac, c'est là, c'est le tronc quoi. C'est ça. Okay, et les ringi aura plutôt tendance à sortir au-dessus du substrat parce que lui, il pousse plutôt sur une surface plane. Donc on essaye de recréer les conditions. Voilà, on les aide. Ça pousserait droit si on les mettait droit, mais ils ne sont pas faits pour ça. Ok.
Donc voilà, et donc là, il y a un an, on a décidé d'agrandir la champignonnière, donc d'arrêter de faire des essais. Bon, on produisait quand même déjà pas mal sur 30 mètres carrés, hein. D'arrêter de faire des essais. Et là, on est en train de fabriquer, d'aménager une serre de 230 mètres carrés. Et tu changes complètement d'échelle. Ouais, voilà, pour pouvoir produire toujours des pleurotes, hein. Ça, le pleurote, c'est vraiment le champignon du débutant. C'est un mycélium qui est très agressif, qui supporte La concurrence des la autres. concurrence des autres, qui supporte des gros écarts de température. Il va juste allonger son temps de pousse, mais voilà. On a déjà eu des sacs qui ont pris un coup de gelée et qui ont quand même produit des champignons. D'accord. Donc il est très très résistant. Ouais, bah oui. Donc voilà, et là on passe... avant je produisais allez, 15 sacs de 5 kilos par semaine. Ok. Et là, quand tout sera remonté et tout sera fonctionnel, je produirai entre 100 et 120 sacs semaine de 5 Ouais. kilos. Donc c'est plus du tout la même chose. Non. C'est presque une activité. Bah, ça devait être une activité secondaire, mais c'est en train de devenir la deuxième activité principale Ouais, de la ferme. Ok. Et au niveau, tu parlais là des conditions un petit peu de résistance. Là, le fait que ce soit sous serre, tu vas plus pouvoir contrôler les différents facteurs. Qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça change la production? La bonne nouvelle, Ouais. c'est que dans la champignonnière où on pouvait vraiment gérer chaque curseur, chaque élément de manière séparée, bon, ça avait des influences sur les autres, mais on pouvait vraiment jouer sur tous les plans. On sortait des très beaux champignons qui se conservaient 2 jours et qui avaient un goût très acceptable. Enfin, c'était correct. Et puis, on a fait les premiers essais dans la serre en se disant oui, on ne peut plus gérer la température, à moins d'ouvrir la serre. Mais bon, voilà. Oui. Sachant que c'est une culture qu'on fait plutôt en hiver, on s'arrête en été. On s'arrête pendant 3 mois. Donc, voilà, parce que on a trop de boulot sur le maraîchage. C'est pas possible de faire les Donc, deux. c'est pas possible de faire les deux. Et puis la luminosité, c'est le soleil qui fait la luminosité, donc il n'y a pas de néon dans la serre alors qu'il y avait des néons dans la champignonnière. Donc les seuls éléments sur lesquels on peut vraiment jouer et quantifier, c'est le taux de CO2 et l'hygrométrie. Donc voilà, donc sachant que l'hygrométrie c'est un peu particulier, on arrose avec des ultrasons, donc c'est plus fin que de la brumisation. C'est vraiment, on sature l'air en eau. On n'arrose pas le champignon. Ouais, d'accord. Un champignon, ça n'a pas de racines. Ça ne va pas piocher directement de l'eau dans son substrat. Bon, même si ce n'est pas vrai, ça pioche de l'eau dans son substrat, mais ça va être très sensible à l'hygrométrie ambiante dans l'air. Donc voilà. Par rapport à ça, une question. Vas-y, voilà. vas-y. Donc les changements, c'est que on a fait des essais un peu fébrilement en se disant bon, on maîtrise plus rien, qu'est-ce qui va se passer? Et la bonne surprise, c'est que le champignon et le mycélium sont stressés, sont moins dans un cocon, et les champignons mettent à peu près un quart de temps en plus à pousser. Donc ils mettent un petit peu plus longtemps à pousser. Ça compte sur un champignon. Un champignon, ça pousse en 2 jours. Donc, tu vois, tu veux dire au moment où ils sortent, ils sont plus longs entre les moments où ils sortent. C'est-à-dire qu'un champignon va produire pendant 3 mois, 3 fois. En gros, c'est une moyenne. Donc là, il va produire pendant 5 mois, 3 fois. D'accord. Voilà. Ça s'allonge un petit peu entre les deux. Ok, donc tu as les moments où ça produit, on appelle ça des flushs. Ouais. Et donc du coup, tu as 3 flushs, mais voilà, plus long. C'est ça. Un peu plus long. Ça peut même être un peu plus long si vraiment il fait froid. Ok, et au niveau de la quantité produite, on reste exactement sur la même chose. Les grosses différences, c'est que maintenant on a des champignons, comme ils sont stressés, ils sont plus charnus. Ok. Donc les restaurateurs avec qui on travaille et les clients, ils nous disent qu'au bout de 6 jours en frigo, en chambre froide, les champignons n'ont pas du tout bougé. Ah, ils s'en servent beaucoup mieux. Alors, ils s'en servent beaucoup plus longtemps, beaucoup mieux, et c'est vraiment le point positif. Et la vraiment bonne surprise, c'est que gustativement, ça n'a plus rien à voir. On est vraiment sur des champignons, comme ils prennent plus de temps pour pousser, qui sont plus charnus, et vraiment avec beaucoup plus de goût. D'accord. Ouais.
Et Ok. ça, on s'y attendait pas vraiment. Ouais, mais maintenant que tu le dis, ça paraît presque Bah, c'est comme une tomate logique, quoi. auquel tu laisses Ouais, plus de temps à pousser avec un peu de stress hydrique, ouais, va ouais. être plus sucré. Bah, là, Plus il est plus concentré. concentré. Donc, Et au niveau de la quantité de chaque flush, du poids de chaque flush, est-ce que ça change ou est-ce alors, que c'est similaire? j'ai l'impression que c'est un peu plus lourd puisqu'ils sont plus denses, Ouais, ouais. d'accord. La différence aussi, c'est physiologique. Dans la champignonnière, on avait tendance à avoir des comment ça s'appelle, des champignons qui avaient un long pied et un grand chapeau, Hmm. d'accord. Nous, ce qu'on cherche dans les champignons, c'est ce qu'on appelle le carpophore, c'est-à-dire la tête du champignon, quoi. Hein. Ouais, C'est ce qu'on mange. Et là, on a des plus grands chapeaux avec très peu de pieds. Donc, d'accord. ce qui est Encore d'autant mieux. plus intéressant puisque c'est ce qu'on vend au final. Bien sûr, Donc ouais. c'est top. Enfin, on les trouve, nous, physiquement, beaucoup plus beaux. D'accord. Ouais, vraiment. Et avec des vraies couleurs vraiment marquées pour le coup, parce qu'ils sont stressés. Donc les pleurotes ormes sont vraiment marquées de leur couleur. Les pleurotes grises sont vraiment grises, Ouais, assez foncé, assez ouais. foncées. Enfin, le changement de champignonnière a eu plein d'effets Positif, positifs. finalement. Le seul effet négatif, c'est qu'on arrive quand même à perdre des flushs. Quand par exemple il gèle pendant 2-3 jours, le Ah oui. flush, les champignons ils supportent pas. Quoi. Ça Ouais. supporte une gelée d'une nuit, mais à -1, -2, des toutes petites gelées. Quoi. Et tu vas continuer à en produire quand même, du coup, pendant l'hiver ou Oui, parce peut-être... que proportionnellement, la perte, bah, c'est un peu comme quand tu fais tes salades ou tu fais tes Bien tomates. sûr, ouais. Il y a de la perte, c'est Ouais. normal, et il faut l'accepter. 100% de récolte réussie, ça serait merveilleux, mais c'est Oui, compliqué. mais ça marche pas. Voilà. Et par rapport, tout à l'heure, tu parlais de l'hygrométrie. Mhm. Et est-ce que ça aurait un impact, tu penses, sur les champignons de conduire justement tes serres un peu en serre tropicale, c'est-à-dire arrosées pour faire descendre l'hygrométrie, Oui. Bah, ça, faire descendre la température ça va grâce à déjà être l'hygrométrie compliqué plutôt. parce que là, quand on est dans de l'irrigation, on est entre 85 et 95% d'hygrométrie. D'accord, Donc, arroser plus, ça va être compliqué. ok, Et je pense que le champignon est beaucoup plus sensible à la température qu'à l'hygrométrie. C'est-à-dire que d'accord, si on est à faire chauffer beaucoup plus les serres, le champignon, je pense, aimerait beaucoup moins la blague que une hygrométrie un peu moins forte ou un peu plus d'accord. forte. Ouais, donc, Ça joue l'hygrométrie Mm. beaucoup, mais je pense que j'ai la sensation que c'est beaucoup plus sensible ouais, aux à la problèmes de chaleur. température. Ok, donc oui, peut-être à éviter, effectivement. Bah, faudrait faire l'essai, mais là tout de suite, on va déjà remonter la Oui, champignonnière. d'accord. Et il y a une partie qui est dans le noir, du coup, Ah oui, de bah, cette champignonnière. J'ai vu, elle est... Voilà, il y a une bâche noire. ouais. Explique-nous un peu Alors, pourquoi. c'est la culture de champignons, c'est en 3 étapes. Il y a la partie un peu labo, où on met le mycélium dans le substrat, donc où on prépare le substrat dans des sacs de 5 kg, qu'on pasteurise. Après, on met le mycélium dedans, on les scelle. Donc ça, c'est une partie où il faut que ce soit le plus propre possible, qu'il n'y ait pas d'autres champignons qui rentrent dedans. Mm. Et après, pendant 20 à 30 jours, on met ces sacs-là dans une pièce où il fait noir, plutôt chaud, sec, et avec un taux de CO2 très important. Donc le CO2, c'est assez facile, il produit lui-même son CO2, le champignon, donc il faut renouveler l'air quand même, c'est un organisme vivant, si tu le laisses sans renouveler l'air, bah, il meurt d'asphyxie, Bien enfin il ne sûr, se développe ouais. pas. Et tout ça, ça se gère dans le noir, et vraiment on fait attention à ça. Donc là, les graines de mycélium qu'on a mis dedans, les grains qui sont inoculés de mycélium, Mm. vont se développer, vont coloniser tout le sac. Ils vont remplir le sac pour aller chercher la nourriture qui est composée de copeaux de bois. Et ça, quand il fait plus frais maintenant, c'est pas plus long? Bah, c'est pas qu'il faut pas qu'il fasse chaud dans cette pièce-là, il faut qu'il Ouais. fasse plus chaud Oui, que dans la pièce où tu vas les faire fructifier, là où les champignons vont arriver. d'accord. Il faut qu'il y ait un écart de température. Il faut qu'il soit dans une pièce plus chaude que l'endroit où tu le mets. Donc c'est pour Ok. ça que là, dans la serre, Mm. on a refabriqué une serre avec une bâche noire. Et la bâche noire, dès qu'il y a un peu de soleil, il fait très rapidement beaucoup plus chaud que dans le reste de la serre. D'accord. Voilà. Et c'est dans le noir, et c'est hermétique, donc on remplit toutes les cases. Ok. Et au bout de 20-30 jours, en fonction de la météo, parce que pour le coup maintenant,
T'es dépendant de la On est météo. dépendant de la météo. Avant, c'était assez régulier, hein, c'était 21-25 jours, Ouais. c'était assez précis. Donc, une fois que c'est passé donc, dans la chambre de colonisation, Oui. on arrive dans la champignonnière, proprement dit, où là, on cherche à avoir, du jour au lendemain, immédiatement, un changement d'ambiance et d'atmosphère. C'est-à-dire qu'on va mettre le mycélium à la lumière, à l'humidité, avec un taux de CO2 plutôt bas, et plutôt plus frais que la chambre de colonisation. Donc c'est quelques degrés, hein, voilà. Oui, ça suffit. Ça suffit. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Simplement pour que le mycélium il ait la sensation qu'il va mourir, qu'il y a un changement radical de son milieu dans lequel il pousse. Et donc lui, son réflexe, ça va être de se reproduire. Et ce qu'on mange du champignon, c'est l'appareil reproducteur du mycélium. Donc pour faire des spores, pour pouvoir se reproduire. Donc lui, ça va déclencher le fait qu'il fasse ces champignons que l'on mange pour pouvoir se reproduire. Et à ce moment-là, nous, on fait un trou sur le côté du sac, et lui, il va chercher à sortir par ce trou-là, et c'est là où il va développer la grappe de pleurote. Ok. Tout comme là, tu parlais du stress, il y a certains arbres, il faut faire tomber les souches pour faire un choc. On pourrait le faire sur un arbre complet, c'est-à-dire Ouais. inoculer des troncs d'arbres, des Ouais. bûches avec du mycélium, et pour déclencher la fructification du mycélium, soit on les trempe pendant 24 ou 48 heures dans de l'eau, et donc d'un coup il n'y a plus d'oxygène, et le champignon se dit « Aïe, je vais mourir, il faut que je me reproduise ». Soit on tape avec une masse sur les bûches, et l'onde de choc dans la bûche fait que le mycélium se dit « Oh là là, l'arbre sur lequel je suis… voilà. » C'est très imagé tout ça, il est en train de mourir. Il est en train de mourir, il a été abattu, et il faut vraiment que je me reproduise rapidement. La nature est bien faite. Oui, c'est ça. Ok. Au niveau des premiers chiffres, qu'est-ce que ça donne, les champignons Alors les deux premières années, ça nous a surtout coûté beaucoup d'argent, parce qu'il a fallu acheter le mycélium, les substrats, les essais. Et ça marchait pas à tous les coups. Et ça marchait souvent pas, ou pas comme on voulait. Alors, Bien sûr. On avait des champignons, mais ça ne correspondait pas à ce qu'on voulait, à ce qu'on cherchait, et les méthodes n'étaient pas bonnes. Donc tout ça, on a quand même vendu des champignons, mais qui n'étaient pas, on en a beaucoup mangé aussi pour les goûter. Ouais. Donc voilà, la première année de production, c'était assez variable, si on était encore en essai, donc c'était sur la petite champignonnière à Conches. Je pense qu'en moyenne, on sortait peut-être, je sais pas, 15-20 kilos par semaine. Ok. Voilà. Donc c'était déjà pas mal pour un essai. Ouais. Hein. Sachant que le pleurote, en fonction de la variété, on est entre 12 et 14 euros le kilo. Ok. Donc voilà. Et puis là, les prévisionnels qui sont faits sur la nouvelle champignonnière, en fonction des essais qu'on a fait et puis des rendements théoriques, en gros, on est aux alentours de 30% de rendement du poids du substrat mouillé. Ok. Donc 100 kg de substrat mouillé, tu sors théoriquement aux alentours de 30 kg de pleurote. Sur les 3 flushs. Ok. En cumulant les trois flushs. Ah. Sachant que de flush en flush, la production normalement… En gros, le premier flush c'est 70% du poids, et puis ça décline de plus en plus en fonction des flushs. Quand on laisse des sacs, ça peut faire 4, 5, 6 flushs, mais à la fin on a vraiment une pleurote. Un pleurote qui pousse. C'est pas forcément… C'est pas top, quoi. Ouais. Et ces sacs, t'en fais quoi après ? Donc les sacs, c'est génial, c'est merveilleux, puisque ce qui est dedans, c'est un début de compost, puisque c'est des copeaux de bois qui sont en décomposition par l'intermédiaire d'un champignon, donc c'est exactement ça. C'est ce qui se passe dans ton sol. Ouais. Voilà, et nous on les épand sur nos planches de culture, parce que ça fait un super amendement de matière organique sur les cultures, donc c'est pas vraiment un déchet. Et on a aussi régulièrement le bonheur, quand on paille avec de la paille, d'avoir plein de pleurotes qui poussent dehors. Ouais, c'est comme pas ça, mal. de manière totalement spontanée, au milieu des salades et des radis. Moi, elles sont toutes petites, je suppose. Non, elles sont très grosses, elles n'ont pas du tout le même goût, et elles n'ont pas du tout la même apparence. D'accord. Ouais. Donc limite, ça veut dire que tu prendrais ton mycélium que tu laisserais coloniser, tu ouvrirais avec une… C'est un loto après. Oui. Nous, ça fonctionne parce qu'on en met des quantités énormes. Puisque on ne jette pas juste un sac sur 100 mètres carrés. Sur 100 mètres carrés, on va peut-être mettre, je sais pas,
20-30 sacs. Oui. Donc, Ouais. forcément, à un moment, même s'il y en a 80% qui meurent parce qu'il y a le soleil, la pluie, le truc, bah, il y a forcément des endroits où ça résiste. Bien sûr. Mais ça fait en général un flush, puis après, ça s'arrête tout seul. Oui. Et là, au niveau de l'investissement pour ce nouvel atelier, du coup, est-ce que tu saurais dire à peu près pour l'atelier? Ouais, la champignonnière du départ a été dimensionnée pour faire la champignonnière de 230 mètres carrés. C'est-à-dire que le matériel qui a été utilisé dans la champignonnière de 30 mètres carrés, c'était le matériel pour les 230 mètres carrés. T'as pas dû racheter de choses en plus? Non, bah, on savait qu'on n'allait pas rester sur les 30 mètres carrés. Et on avait quand même une petite idée, comme on n'a pas de bâtiment ici, que ça allait être une serre qui allait servir de champignonnière. Et on savait que, en gros, laquelle ça allait être, qui est une serre qui est beaucoup dans l'ombre, qui a des problèmes d'un peu d'orientation pour faire du légume, mais qui est tout à fait adaptée pour faire du champignon. Donc on savait la surface. Donc quand on a acheté le matériel au départ, ça a été dimensionné pour la champignonnière. D'accord. Et donc c'est une serre qui fait combien par combien? 230 mètres carrés, 7 mètres par 230 mètres carrés. Je crois par 30 mètres ou 25 mètres, je ne sais plus. D'accord. 30 mètres. Et dans ton idée, je crois, c'est de développer aussi ton mycélium à terme. Donc l'idée de tout ça, c'est que c'est de fabriquer un vrai labo. Donc, parce que là, pour l'instant, on n'a pas de labo. C'est tout à fait... On achète notre mycélium pour l'instant. Voilà, donc on ne le produit pas pour l'instant. On le reproduit, mais pour faire des essais, donc pas en production de mycélium. Et l'idée, c'est de financer un labo. Et là par contre, faut sortir des sous là, parce qu'il y a du matériel de labo, il faut que ce soit un milieu aseptisé, avec des hautes afflux laminaires, donc comme dans un labo pro, voilà, des géloses, des étuves, voilà. Et tu estimes à combien à peu près cet investissement pour un labo? Alors si je devais acheter tout le matériel, je pense qu'on serait au-dessus de 100 000 euros. Ah, et pour un labo de quelques mètres carrés? Ouais, pour 15-20 mètres carrés tout. Mais le bâtiment, lui, c'est pas lui qui coûte cher. C'est tout le matériel. Tout le matériel qui est dedans, parce que du coup, il faudrait une étuve. Enfin, tu vois, faut vraiment, ça va très vite, quoi. Ok. Et en autoconstruction, je pense que, sans compter le bâtiment, parce que je le compte pas, mais en matériel qui est dedans, je pense qu'il y a moyen de commencer à travailler pour 10 000 euros. Ah oui, gros... Pour 8-10 000 euros. Gros écart entre 100 000 et... Bah après, oui, parce que tu n'es plus sur du matériel neuf, c'est sur plutôt low-tech, plutôt auto-construit. Ouais, un peu de matos d'occasion. Beaucoup de matos d'occasion, du matériel qui est détourné. C'est-à-dire que, de son usage principal, voilà, un vieux frigo fait une très bonne étuve, mais c'est pas, on n'est pas sur le cadre d'une étuve de labo, bien sûr, mais pour faire du champignon, surtout le pleurote, c'est largement suffisant. C'est pour les autres champignons que ça peut poser un peu de problème. Ils se développent beaucoup moins vite, donc ils laissent la possibilité mathématiquement à d'autres contaminants de se développer. Donc il n'y a pas que les champignons, les bactéries, les virus aussi, hein, et qui prennent la place. Et donc du coup, ça ne marche pas. Et cette étuve là, tu peux nous en parler? Enfin, tu nous avais montré, je trouvais le principe assez. Alors, assez intéressant. donc là, c'est pour la pasteurisation du substrat. Donc j'ai fabriqué, j'ai récupéré un vieux frigo industriel en inox, les gros frigos de cantine là. Qui n'était plus frigo, hein, qui ne fonctionnait plus, qui n'était plus qu'une grosse boîte en inox, et j'ai fabriqué un générateur de vapeur à côté dans un bidon. Alors c'est compliqué à expliquer, mais voilà, il y a un bidon avec un brûleur gaz qui fabrique en continu de la vapeur tant qu'il y a du gaz, parce que le niveau d'eau dedans reste constant. Et donc voilà, et donc ça s'est amené avec des tuyaux en bas de ce frigo en inox, et ce qui me permet de pasteuriser pendant entre 10 et 15 heures mon substrat, et à cœur j'arrive à l'amener à 80 degrés au bout de entre 10 et 15 heures en fonction de comment j'ai tassé mes sacs. Ok. Et c'est un frigo à double porte. Alors, celui-là, j'ai eu la chance, c'était pas prévu comme ça au départ, mais il a 2 portes parce que dans les collectivités, ça permettait du côté cuisine de rentrer les plats et du côté salle de prendre les plats dans le même frigo. Ce qui est plutôt intéressant pour moi, puisque ça va me permettre d'avoir une porte qui va ouvrir sur le labo aseptisé et l'autre porte qui va ouvrir sur l'extérieur pour pouvoir rentrer les sacs dedans.
et les sortir dans le labo après la pasteurisation, ce qui permettra de ne pas contaminer ou enfin, limiter les contaminations dans le labo par la suite. Donc, Ouais. voilà, Système ingénieux. bah oui, et puis peu coûteux, Ouais. parce que ce genre de... Je sais même pas si ça existe vraiment dans le commerce, mais voilà, on peut l'estimer à plusieurs milliers d'euros quand même, un gros pasteurisateur comme ça. Oui. Et moi, ça m'a coûté la récup Voilà. du frigo et le générateur de vapeur. Il a fallu acheter un tout petit peu de matériel, mais c'est 200-300 euros. Quoi. Oui, c'est pas grand-chose. Allez, avec la quincaillerie et les 2-3 trucs, j'en ai eu pour 500 euros. Ok, oui, donc pas grand-chose. Mais par contre, c'est du matériel autoconstruit, plutôt low-tech, qui n'est pas normé. Donc, il faut faire attention quand même, parce qu'on manipule des brûleurs de gaz, des choses comme ça. Donc, il faut être bien conscient qu'il n'y a pas trop de sécurité dessus. Et oui. Voilà. Faut faire attention. Le prix qu'on paye, c'est aussi, on paye aussi la normalisation et des assurances et des garanties du constructeur, qui là n'existe pas. Bien sûr. Et pour revenir juste sur les investissements avant, donc il a fallu que tu achètes quoi, à part la serre, il y avait quoi comme type de matériel Là, pour la champignonnière de maintenant, là Maintenant et celle d'avant, celle d'avant, il y avait... c'est plus ou moins la même chose. Il y a 1, 2, 3 types de capteurs, température, CO2 et puis l'hygrométrie. Mais ça, tu les gardes Ça, je les garde, mais en chauffé. Ouais. Voilà. Mais maintenant, c'est le contraire. C'est que si je vois que la température monte trop haut dans la serre, ça me permet d'ouvrir la serre pour pouvoir mettre de l'air frais de l'extérieur dans la serre. Okay. Donc voilà. Et puis le CO2 qui est très très important. Donc là c'est pareil. Maintenant, avant je le gérais avec des ventilateurs qui amenaient de l'air ou pas. Là ça me permet, j'ai des alarmes qui me disent oh là le taux de CO2 est un petit peu haut, ouvre la serre et ça suffit largement. Comme le CO2 est plus lourd que l'air, il a tendance à sortir de la serre. Et du coup, tu vas quand même utiliser les ultrasons pour l'irrigation ? Oui, parce que ce que j'avais, donc le matériel qui avait été acheté pour l'irrigation de la petite pièce était prévu pour la grande champignonnière, donc c'est exactement le même matériel qui va être utilisé. C'est juste un montage qui est un peu différent parce que tu n'envoies pas la vapeur dans 30 mètres carrés de la même façon que dans 230 mètres carrés. Donc pour le coup, là, il y a des ventilateurs qui poussent l'irrigation, qui poussent de l'air et donc qui amènent par définition l'irrigation sur les zones qui en ont besoin. Ok. Et ce petit matériel, tu l'estimes à du coup combien à peu près ? Le module qui sert à ultrasons, qui sert à vaporiser l'eau, à atomiser l'eau, il y en a pour peut-être 400-500 euros. Okay. Après, il y a beaucoup de quincaillerie tout autour, parce qu'il faut des tuyaux, tout ça. Je pense que l'irrigation dans la serre, on est un peu plus de 1000 euros quand même, parce que ça monte assez vite, tous les tuyaux, les raccords, les petits ventilateurs, tout ça, sans les capteurs. Donc voilà, là, le capteur... on est entre, je crois que la sonde de température, on est aux alentours de 50-60 euros. Et le CO2, on est à peu plus de 300 euros. D'accord. Donc voilà. Ok. Et puis, un gros poste, ce sont toutes les étagères. Parce qu'il faut poser tout ça sur des étagères. En gros, on fait 100 sacs par semaine, pour faire simple. Ce qui représente 500 kg de substrat. Il faut poser sur des étagères. Donc nous, on a 21 étagères. Donc on a 21 semaines de production qui tournent. En rotation, voilà. Sur chaque étagère, quand tout est plein et que le cycle est entamé, on a estimé qu'on allait sortir entre 150 et 200 kg par semaine de champignons. Ça commence à faire. Ça justifie d'un temps plein plus. Ok. Ouais. D'accord. Donc potentiellement avec ça, toi tu arrêtes le maraîchage. Et c'est quoi l'idée derrière exactement ? L'idée, ça serait de trouver un troisième associé sur le GAEC. Ok, tu veux passer une annonce ? Voilà. Qui vienne s'occuper du maraîchage. Ok. Que je viendrais, moi, seconder. D'accord ? Comme Aurore, on viendrait, je dis moi, c'est nous, on viendrait seconder sur des gros coups de rush. Et puis, on connaît notre métier quand même un petit peu. Bien sûr. Et moi, développer la partie champignons en production, en formation, enfin, voilà. Et il y a beaucoup de
maraîchers qui sont intéressés pour faire des champignons. En ce moment, on s'aperçoit qu'il y a un engouement Bien sûr. qui est en train de prendre. Mais tout le monde n'a pas envie de s'embêter avec toute la partie labo. Oui. Donc, même de production des sacs colonisés. Donc, l'idée aussi, ça serait de produire des sacs colonisés Pour les autres. pour les collègues maraîchers. Et D'accord. leur vendre le sac. Mhm. Et donc, ils n'ont plus que la dernière étape. On s'aperçoit que dans une serre un peu régulée, on peut tout à fait produire des champignons, si c'est la bonne saison et la bonne souche. Bien sûr. Et donc, du coup, offrir cette possibilité-là à d'autres maraîchers de produire des champignons sans avoir toute la partie qui, moi, m'éclate, mais Oui, qui est quand même chronophage et qui nécessite beaucoup de temps et de minutie et d'investissement et d'accepter d'avoir 2 ans d'échec. Bon, voilà. Oui. Alors après, 2 ans, c'est exagéré. On a eu quand même pas mal de oui, et puis vous avez fait autre chose en même temps. Et c'est pas 2 ans en continu. Non, voilà. Pendant 2 ans, ponctuellement, on faisait vous des champignons. essayez. Ouais. Oui, donc je voulais savoir si tu pouvais nous parler de la conception un peu de ton substrat. Oui. Comment tu fais ça? Donc du coup, nous, on a pris le choix de partir sur des copeaux de bois, 100% copeaux de bois. On pourrait faire un mix copeaux de bois et paille, avec de la paille hachée. Les copeaux de bois, ça produit plus, mais ça met plus de temps à coloniser et arriver. En fait. Voilà, c'est ça. Donc la paille, ça produit, c'est vraiment des flashs. Ça va produire d'un coup, mais pas très longtemps. Donc beaucoup font un mélange copeaux de bois et paille pour avoir un petit mix des deux, quoi. Donc nous, on a fait le choix de prendre des copeaux de bois simplement parce qu'on a à disposition une bonne quantité de copeaux de bois et que c'est quand même très très facile. La paille, il faut la rehacher. Enfin, voilà. Le copeau, tu le récupères gratuitement ou tu le payes quand même? Donc, non, je l'achète. Tu l'achètes, ok. Je l'achète, par contre, il faut aller le chercher à la pelle. Voilà, donc vendredi dernier, là, on a ramené 4 tonnes à coup de remorque de 400 kg à charger à la pelle et à décharger à la pelle. Ah oui, il n'y a même personne sur place pour te le charger. Bah, il n'y a pas le matériel, quoi, simplement. Donc, voilà, j'avais un stagiaire vendredi qui a fait ses armes à charger du copeau de bois. Oui, c'est ça. Il était content de finir par ça. Et ça te revient à combien cette matière première? Oh, c'est difficile à quantifier. Moi, je paye à la remorque, donc c'est plus un dédommagement que le fait de payer. Okay. Voilà. On est plus dans ce cadre-là. Okay. Donc pour l'instant, normalement en Syrie, si tu dois acheter des copeaux de bois de la qualité que j'ai en feuillu, on est aux alentours entre 70 et 80 € le mètre cube. D'accord. Donc ça fait 800 kilos. Oui. Donc ça représente enfin c'est sérieux comme investissement. Oui, bien sûr. Et que là, oui, non, ça te coûte beaucoup moins. C'est pour ça qu'on a fait le choix de ne pas le mixer avec de la paille, qui elle, pour le coup, de la paille, ça vaut vraiment pas cher, quoi. Ça vaut 25 € le roue de baleur de 250 kg. Enfin, tu vois, même haché, c'est pas très très cher, quoi. Non. Ok. Donc voilà. Et dans ce substrat-là, on essaye d'avoir une hygrométrie assez constante dedans pour faire le calcul de ce qu'on rajoute dedans, parce qu'on rajoute des choses dedans. On rajoute de l'huile, parce qu'un champignon, ça ne se cultive pas, ça s'élève comme un animal. Donc on fait attention à l'azote et tout ça dedans, au carbone. Mais ce qui est aussi important à regarder, c'est le lipide, glucides, protéines. D'accord. Ouais. Comme un animal. Ouais, comme pour nous. Donc, on rajoute un tout petit peu d'huile dedans donc pour lui amener ce qu'il faut, des céréales et du calcaire, en gros, une base calcique, parce que le pleurote va avoir tendance à acidifier son milieu. Et donc, on contrebalance un peu ça pour l'aider à se développer par un apport calcique. Dans une recette. Une top secrète. Il faut venir en formation MSV voilà, pour apprendre la recette secrète. Bah, c'est le travail qu'on a fait pendant 2 ans. Enfin, bien sûr, voilà, hein, c'est vraiment de cette proportion-là. Ouais. C'est un milieu très fermé, le milieu du champignon. C'est compliqué d'avoir des. Au moment où nous on a commencé, c'était compliqué d'avoir des recettes. Donc on savait ce qu'il fallait mettre dedans, mais on ne connaissait pas les proportions. Donc voilà. On a fait de nombreux tests. Et tu malaxes tout ça comment? Donc on met tout ça dans le sac, on le pasteurise. Donc l'intégralité. Et pour mélanger tout ça, l'huile. On le mélange dans un deuxième. Ah, on met tout ça dans une bétonnière en
tourne tout ça pour que ça soit bien homogène. Après, on fait des sacs. Nous, on a pris le parti de faire des sacs de 5 kg. Ok. Parce que c'est manœuvrable. Et puis, ça vaut le coup. C'est-à-dire que quand tu as posé ton sac, il produit vraiment du champignon, quoi. Quand tu te dis que c'est un rendement à 30%. Donc voilà, si tu commences à faire des sacs de 1-2 kg, c'est bien quand tu es particulier, que tu veux faire ça dans ta cuisine. C'est rigolo, tu as ta pleurote, mais nous, on cherche vraiment à rentabiliser l'encombrement du sac. Ouais. Du coup, après, on met tout ça dans le sac. On le pasteurise. On met le mycélium. On scelle le sac pour pas qu'il y ait d'autres champignons, d'autres contaminants qui rentrent dedans. Et après, on remalaxe tout le sac, qui est l'étape que tout le monde maudit un peu, parce que bien sportive, où donc le sac fait quand même 5 kg. Donc c'est sympa les 10 premiers, mais quand on a 100 à faire, les derniers sacs font 200 ou 300 kg au jugé. Donc ça fait les bras, quoi. Il n'y a pas moyen d'automatiser ça. Si, là, on est en piste de réflexion pour que les sacs roulent sur un tapis avec des roues coniques. Donc quand il arrive au bout du tapis, il fait ça. Et quand il arrive au bout, ça plutôt bien mélangé. On a fait des essais là sur des petits tapis. Et on se dit, en rallongeant un peu le tapis, on va peut-être... donc tu poses ton sac, et le fait qu'il descende sur ce tapis-là, il est secoué de droite à gauche, droite à gauche, droite à gauche. Il n'y a pas besoin quand même de lui faire ces allers-retours un petit peu. Quand tu arrives au bout, tu le fais quand même pour que tu aies l'impression d'avoir fait quelque chose. Mais c'est plutôt homogène. Et de toute façon, ça a besoin d'être bien mélangé, mais ça a besoin d'être ultra homogène, puisque le mycélium ira partout. Il va coloniser dans tous les cas. Ouais. Donc, on l'aide en le dispersant un peu partout. Ça marcherait si on ne le faisait pas, mais ce serait beaucoup plus long, et puis on risquerait d'avoir un côté très développé dans le sac qui lui va vouloir faire les carpophores, sortir les champignons, et l'autre côté qui ne sera pas encore colonisé. Enfin, c'est pas heureux comme bien sûr. Comme méthode. Ok. Le petit mot de la fin, peut-être. Là, on a à peu près cerné. Oui, c'est ça. Ce que tu faisais. Moi, l'idée, c'est de vraiment développer cette activité-là sur la ferme, parce que ça me passionne vraiment. Ça se sentir quand j'en parle. Je trouve que c'est un bel univers de champignons. Et puis, donc, comme je te disais tout à l'heure, c'est peut-être trouver quelqu'un qui vienne nous rejoindre dans l'aventure pour la partie maraîchère. Et aussi libérer Aurore, qui a un projet pour accueillir du public sur la ferme, pour faire des ateliers sur le maraîchage, ou elle est horticultrice, donc sur comment faire ces compositions florales, voilà, tout ça, accueillir pourquoi pas des entreprises qui voudraient venir découvrir le monde du maraîchage, des champignons. Tu me parlais aussi des maisons de retraite. Des maisons de retraite, des écoles, des associations. C'est un projet qui est en genèse, qui est au tout début de la réflexion. Alors, on est en train de préparer un endroit sur la ferme pour accueillir tout ce petit monde-là. Donc on est au tout début, mais c'est vrai que l'arrivée des champignons va nous permettre de pouvoir développer l'activité et de pouvoir se diversifier dans plein de chemins différents, en fonction des sensibilités aussi qui évoluent. Nous, ça fait 6-7 ans qu'on est installés. On a d'autres envies. Et pouvoir exprimer ces envies-là sur le même lieu et avec le même outil de travail, c'est plutôt sympa, quoi. Et Aurore, elle va s'éclater à faire ça, c'est son projet. Surtout si en plus elle a déjà travaillé avec des enfants, d'accueillir des écoles. C'est ça, on le sent quand il y a des groupes qui viennent. Elle revit. C'est vraiment son truc, donc ça va permettre de développer ça. Et puis moi, les champignons, et puis à peu près 10 000 projets encore dans la tête. Oui, ça, on ne t'arrête jamais. Voilà, c'est ça. C'est ça l'idée. Ok, et merci beaucoup de nous avoir accueillis, Laurence, sur la ferme. Et puis à bientôt du coup. Avec plaisir.